tu gardes ta place. Hein, et qu'est-ce que tu as eu à la commencer par Bonjour, je ne vais pas dire à tous, mais bonjour. Très heureux d'ouvrir cette session. Je vois quelques visages amis dans la salle. Il faut toujours dire cette expression sur l'ensemble du public présent. Alors attendez, hop, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. En plus, nous ouvrons sur une image d'une personne qui est présente dans la salle qui s'appelle Alain Ruscio. Donc tu vois, Alain, je te rends hommage dès le départ. L'idée de cette communication d'ouverture était de parler des images de fin d'Empire, c'est-à-dire de cette propagande, de ces imaginaires, je dirais de l'ambiancement visuel qui a accompagné à la fois les premières luttes d'indépendance, notamment en Indochine, y compris les grandes répressions des années 45-47, mais qui a aussi accompagné toute la période de la guerre d'Algérie. Donc de voir comment l'image propagandiste d'État, mais pas seulement, puisqu'il n'y a pas eu que des images d'État qui ont été produites au collège à l'époque, ont fabriqué tout un imaginaire d'accompagnement, en fin de compte, une forme de pédagogie visuelle et propagandiste pour les Français, et pas que les publics français d'ailleurs de l'Hexagone, nous le verrons pendant ces années. Alors, on le sait, la propagande a toujours accompagné, sous des formes très différentes d'ailleurs, plus ou moins organisées, l'histoire impériale et l'histoire de l'Empire. Elle a particulièrement accompagné ces années d'après-guerre. D'abord parce qu'il y a une réorganisation des différents services à partir de 45-46 pour la manière de parler de l'Empire, et puis qu'il y a un contexte immédiat qui oblige la République française a anticipé un contre-discours par rapport aux événements qui se passent au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Syrie, en Indochine, à Madagascar ou en Côte d'Ivoire dans ces années charnières que sont 45-50. Un certain nombre de réformes aussi vont profondément changer la manière de parler de l'Empire. C'est à la fois la création des départements français en mars 46, c'est la loi Houphouët-Boigny sur le travail forcé, c'est le code de l'indigénat qui est supprimé, c'est d'une certaine manière une plus forte représentation des populations colonisées dans les différentes institutions parlementaires. Et puis, c'est aussi des institutions qui sont plus invisibles, mais qui vont être profondément réformatrices dans ces années, et structurant un nouveau discours colonial et une nouvelle pratique coloniale. Notamment, je pense à la création du FIDES, qui va être un énorme fonds de financement, à la fois d'infrastructures, travaillant sur l'économie coloniale, sur l'éducation, sur l'hygiène. Donc autant de sujets qui font que la propagande va devoir intégrer tous ces éléments en même temps. Guerre, conflit, répression, réforme, investissement économique. Et ces paramètres vont profondément changer aussi parce que le nom même de l'ensemble colonial qui se met en place, l'Union française à partir de mai 1946, va induire qu'il va falloir dialoguer différemment et présenter différemment l'Empire aux Français. Alors dans ce bouillonnement que va être l'immédiate après-guerre et tous ces changements institutionnels impériaux et le contexte politique avec le début des décolonisations, qui commence donc dès l'immédiate après-guerre, on va à la fois réfléchir différemment à l'iconographie dans les différents services de l'État, et en même temps, et c'est pour ça que je voulais commencer par cette illustration de Gaston Jacquemont, qui pour moi est intéressante parce qu'elle date de 1947, elle symbolise l'Union française, mais en fait, elle a encore tous les codes qu'on pourrait qualifier avec Alain Ruscio dans la papa de l'entre-deux-guerres. Elle n'est pas encore rentrée dans les nouveaux codes, on va dire, graphiques, visuels, esthétiques, de ce que peut être, on va dire, ces années 50 en termes d'imaginaire. Elle tient un discours à la fois nouveau, l'Union française, mais elle reprend autant d'imaginaires qui auraient très bien pu être diffusés soit sous la Troisième République, soit sous Vichy, qui a aussi été un gros moment de propagande coloniale. Et on le voit dans la dialectique, on est rentré, par contre, dans une dialectique de justification immédiate, puisque l'ensemble des éléments sont une sorte de démonstration par les différents éléments visuels de ce que serait l'Union française. Elle est là pour confirmer auprès des Français, s'ils avaient encore un doute, que la France apporte à la fois la santé, l'éducation, les infrastructures. Et vous voyez cette fusion assez étonnante, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette image qu'Alain m'a autorisé à reproduire dans un livre récent, des missions.
qui accompagnent la République dans cette œuvre coloniale. Et à la fois, vous le terminez par une phrase très simple, « Il a du bon, on nous l'envie, c'est ça l'Union française ». Les bases sont posées d'une dialectique qui n'est en rien novatrice par rapport à la dialectique antérieure, y compris, je le disais, par le graphique, mais qui, quelque part, impose qu'il y ait une forme de continuité. Et ce que va justement être, je dirais, l'inversion de la réalité politique, c'est que les décolonisations, c'est exactement l'inverse de la continuité coloniale. Mais la mythologie veut s'inscrire dans une forme de temporalité qui n'est pas en rupture en 45, 46, 47. L'idée, c'est qu'on remet en fin de compte le chemin de fer sur ses rails et que l'Empire doit continuer. On est pourtant dans un moment à la fois, je l'ai dit, d'opposition et de répression dans de nombreux territoires coloniaux. Il y a aussi maintenant une pression internationale et de l'ONU comme de l'Union soviétique et des États-Unis. En gros, un monde qui change. Les empires sont également en bouleversement. On le voit en Asie avec l'Empire britannique. Tout ça fait que le monde change et pour autant, la propagande semble rester sur ses fonds baptismaux assez anciens. Alors, très vite, il va y avoir une volonté, non pas de tout réformer en termes de mécanismes de propagande, mais de réorganiser celle-ci. Déjà, le nom change, puisqu'on passe de l'Agence économique des colonies en octobre 1945, donc ça va très vite. Dès octobre 1945, une des structures qui se met en place, c'est l'Agence de la France d'outre-mer, qui est à la fois la continuité très classique, puisque pratiquement tout le personnel administratif va rester en place, y compris ses dirigeants, mais elle va avoir une dynamique qui va être différente, notamment en termes de budget et en termes de regroupement des différentes agences qui étaient éparses et qui, quelque part, est les services qui ne permettait pas une coordination politique de ces éléments. Et dans le même mouvement va être créé le service intercolonial d'information et de documentation, qui en fin de compte est une sorte de très gros bureau de presse. Et comme on disait à l'époque, d'information, j'adore le terme parce qu'on passe du mot propagande au mot information à cette époque-là, alors qu'ils font exactement les mêmes métiers, et qui, lui, va être créé en 1947 et directement va être attaché à la présidence du Conseil. C'est-à-dire que vous avez en fait deux organismes, un que l'on peut qualifier de contrôle de l'information et de diffusion d'une information officielle qui dépend directement de la présidence du Conseil, et de l'autre, une agence très classique de propagande coloniale, dont la mission est de fabriquer, de commander, de commanditer des séries photos, des affiches, des brochures, et d'être en fin de compte le fer de lance de la propagande, y compris par rapport aux grands événements qui sont organisés. Et ça va même être, quelque part, la matrice, c'est de tout de suite démontrer et prouver que l'Empire est toujours en place. Alors bien sûr, c'est des grandes expositions qui vont être organisées dès 45, 46, 47. C'est aussi toute une politique de réforme et de repositionnement des subventions qui sont envoyées aux grandes structures. En gros, la Ligue maritime, on considère qu'elle n'est plus du tout adaptée à une propagande moderne. Elle voit ses budgets complètement s'effondrer, alors que des institutions comme l'Alliance française, par exemple, qui avant-guerre touchaient à peine 3 000 francs, vont se retrouver avec des budgets colossaux de 800 000 francs pour être des relais opérationnels du discours de propagande coloniale. Et puis, on voit aussi qu'il faut marquer les territoires et aller voir les Français. Donc ça va être un nombre de foires et d'expositions sur lesquelles on ne va pas s'étendre parce qu'on y passerait la journée, mais qui vont représenter 50% des investissements. Il faut démontrer par la preuve, et la preuve, c'est l'exposition, c'est là où le public se rend, et c'est la capacité de prouver que l'Empire, et notamment les investissements, sont en mouvement. Je pense à la toute première qui a été faite, on la connaît bien, c'est la France d'outre-mer dans la guerre, où on voit, je ne l'ai pas ramenée là parce qu'elle est tellement connue, on voit un drapeau qui semble cassé, alors qu'en fin de compte, c'est trois mains qui sont en train de ressouder, trois mains de trois couleurs différentes, qui sont en train de ressouder cet empire, et qui donnent le sentiment qu'ensemble, déjà le terme politique était là, ensemble, ils vont arriver à faire l'empire de demain. Et c'est une image qui a été emblématique parce que si vous ne la décodez pas, elle pose question, on se demande si le drapeau a été brisé en fin de compte par les populations coloniales ou en fin de compte si c'est les populations coloniales et métropolitaines qui ressoudent cet empire. Plusieurs expos vont succéder à ça. On mobilise tous les grands magasins de Paris. Au moment de l'exposition, pour que vous l'ayez en tête, sur la France d'outre-mer dans la guerre, c'est près de 80 grands magasins parisiens qui auront des devantures dédiées à l'Empire. On est en octobre 1945 et la priorité, c'est montrer que l'Empire redémarre. Et on ne le fait pas n'importe où, cette exposition. C'est pour ça que je trouvais symbolique de la faire ici. Elle est juste en face, au Grand Palais. Et pourquoi on l'a fait au Grand Palais? C'est que la dernière grande manifestation coloniale à la chute de la République en mai-juin 1940 se tient au Grand Palais. C'est le salon de la France d'outre-mer. Et donc, il y a cette idée de continuité. On recommence comme si la parenthèse vichiste, en fin de compte, n'avait pas compté. C'est le même affichiste qui fait l'affiche chez Colin et la continuité est en place. Alors, par la suite, on va continuer à avoir cette idée qu'il va falloir adapter et qu'il va falloir mettre en place
une propagande qui va notamment souligner maintenant d'une manière, et vous le voyez bien, la différence graphique. Je le fais juste en 2 temps, mais parce qu'on ne s'attache pas toujours. On est dans la même temporalité. Il y a quelques mois d'écart. Et on voit que le discours de cette affiche est totalement différent. Il est différent pas simplement par le graphisme ou par rapport au message qui est posé. Il est aussi différent par rapport à la manière publicitaire, beaucoup plus moderne, de penser à la manière dont il faut s'adresser aux populations et dans laquelle il faut justement tenir un discours global. Si vous regardez bien, toutes les populations impériales sont intégrées. On a aussi bien un symbole des populations iliennes avec une sorte de maori qui viendrait ressortir. On ne sait pas si on est en Kanaki ou si on est dans le pays maori. On a bien sûr l'Afrique noire qui est symbolisée par ce piroguier. On a le Maghreb qui est symbolisé et par le minaret et par cette femme voilée. Et on a la péninsule indochinoise qui est symbolisée. En gros, tout l'Empire est là. L'Agence économique des colonies, si vous lisez en bas, vous voyez quelque chose qui s'appelle COP Publicité, fait appel extrêmement naturellement à toutes les agences de pub. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces et parce qu'il n'y a pas de service intégré de créatif. Et c'est justement voulu. Soit on va chercher un grand affichiste pour lui commander une affiche, et on va chercher les meilleurs à l'époque, et la plupart vont travailler de toute façon pour l'industrie de la production de propagande coloniale, soit on va directement chercher des agences comme Havas et autres, et là c'est COP Publicité, qui va directement prendre en charge cette modernité du dessin. Vous voyez qu'on s'adresse, et ça aussi c'est nouveau, le texte n'est pas qu'en langue française. Et ça, c'est une grande révolution. Il y a très peu d'affiches ou très peu de campagnes qui étaient destinées aux populations colonisées avant-guerre. Là, on commence à tenir un discours des 2 côtés du miroir colonial. Et vous avez de nombreuses séries d'affiches. Vous avez celle-là, ou vous avez celle-là, qui est exactement créée par la même agence. C'est la même campagne, c'est les mêmes budgets. C'est à peu près des tirages équivalents. Là, on est sur des affiches à 120 000, 130 000 exemplaires, ce qui peut vous paraître peu, ce qui est énorme en termes d'affichage, si vous vous intéressez au support affiche. Et là, pareil, le discours est super simple. Et les codes ont complètement changé. D'abord, on rappelle que Paris est bien sûr la capitale de cet empire. C'est la version ethnocentrée métropolitaine. Mais surtout, pour la première fois, on n'est plus dans une dimension humaine exotisante de l'individu. Ce sont des drapeaux. Et les drapeaux commencent à signifier que l'Union française ne serait pas simplement une identité posée de populations qui s'agrégeraient derrière la France, mais aussi, cette fois-ci, des États qui associaient, dans le cadre, ce qui est d'ailleurs le terme exact, État associé, dans le cadre de l'Union française, et vous le voyez bien par rapport à cette cartographie qui reprend aussi les différentes couleurs qui emblématisent l'Empire, montrait qu'il y a une forme d'unité. Je rappelle qu'en 47-48, au moment où on va se diffuser cette campagne, c'est la révolte de Madagascar et l'immense répression. La guerre d'Indochine a déjà démarré. Nous sommes dans une ambiance insurrectionnelle dans plusieurs territoires, notamment en Afrique de l'Ouest, avec le RDA. Toutes ces notions sont totalement invisibilisées. Et bien au contraire, le discours officiel est un discours qui donne le sentiment d'une unité, d'une puissance retrouvée grâce à l'Empire, voire même d'une idée essentielle, c'est que les États seraient tous, même si Paris reste la capitale, ensemble, capables d'arriver à construire le devenir de demain. L'idée première de la propagande à l'époque, certes, c'est de vendre et de promouvoir cet empire, mais c'est aussi de rendre invisible, je dirais, le conflit tel qu'il émerge. Cette invisibilité, il faut aussi la démontrer par rapport à une nouvelle dimension politique. Et on le voit, cette affiche, je la trouve fascinante parce qu'elle est d'abord d'une banalité absolue. Alors on peut se dire, ils ne se sont pas beaucoup foulés en termes graphiques, alors que si vous regardez bien, elle est totalement moderne. Elle est moderne parce qu'elle pose, d'une certaine manière, l'invisibilisation des populations qui seraient en antinomie ou en antagonisme en Algérie. Elle fabrique à travers ça cette idée que tout le monde serait semblable en Algérie. Elle joue même sur un graphisme d'effacement où tout le monde, quelque part, n'aurait plus une identité visuelle de couleur de peau différente ou d'habits différents qui verrait montrer que c'est une population qui pourrait être diverse. Bien au contraire, elle signifie qu'en Algérie, il y a 10 millions de Français et qu'ils sont tous pareils. On est, je le rappelle, dans un contexte en 48 où les droits à égalité parfaite, quand on voit la manipulation des élections, sont très très loin d'être le cas. On le voit aussi sur la réalité par rapport aux droits de chacune des populations, mais la question, elle n'est pas là dans la propagande. La question, elle est de donner un sentiment de. Et on est dans une affiche qui, quelque part, insiste sur la notion de français sans aucune catégorisation des populations. Donc le message est d'une efficacité absolue parce qu'il est très simple à comprendre. Il est très simple à comprendre dans la mécanique qui se met en place. Le message est de dire, désormais, en Algérie comme ailleurs, nous sommes tous français, dans l'Empire comme dans l'Hexagone, comme c'est sur terre algérienne, où jusqu'alors, cette situation d'égalité juridique n'a pas eu lieu. On voit
Il y a même une forme d'esprit à travers cette affiche extrêmement simple, d'en faire une sorte de tract, c'est-à-dire qu'elle est d'une certaine manière d'un discours qui fonctionne immédiatement dans sa fonctionnalité. En même temps, ce qui va être la grosse matrice de l'époque dans le discours et dans les grandes expos qui sont organisées, c'est l'économique. La dialectique de l'entre-deux-guerres, c'était la plus grande France. C'était la puissance. C'était la mission civilisatrice. Même si la notion de mise en valeur développée par Sarraut et d'autres a existé, elle n'était pas premium et prioritaire dans l'iconographie coloniale comme le sujet central. À partir de 1945, la justification de la colonisation, c'est plus la mission civilisatrice. La justification, c'est les infrastructures, c'est le développement, c'est l'économie. C'est aussi ce que les colonies vont apporter à la métropole. C'est aussi cette idée qu'il y a un échange naturel, qu'il va falloir équiper l'Empire, développer l'Empire, donc c'est le FIDES dont je vous parlais, qui va vraiment dépenser des millions et des milliards en termes de fonds d'investissement, en termes de développement dans toutes les infrastructures, et ceci doit être montré. Et il n'y a rien de plus compliqué à montrer que l'économie. C'est complexe parce que par définition, vous êtes sur quelque chose qui est difficilement palpable en graphisme. Donc là, on va vraiment faire appel. Bernard Villemot, je ne le présente pas, pour ceux qui ont bu de l'Orangina dans leur vie, c'est le grand affichiste d'Orangina, c'est un des plus grands publicitaires. C'est dans la catégorie des années 50-60, un des 3 publicitaires affichistes les mieux payés de son temps. Il est revendiqué et recherché par toutes les grandes marques. Il est appelé par l'agence, pourquoi ? Parce que, on le voyait bien tout de suite, la capacité graphique, elle est juste forte. Et vous avez un nombre de messages dans cette image incroyable. D'abord, les richesses qui viennent des colonies à travers ce symbole. En même temps, l'équipement. Il ne peut y avoir de développement. Et la France envoie autant d'équipements qu'elle reçoit de richesses. Donc cette caisse a cette double dialectique. Regardez les couleurs des bras. On a le sentiment que toutes les populations contribuent et participent à l'effondrement. Et puis bien sûr le bateau qui symbolise ce lien entre les colonies et la métropole. On a l'impression d'un monde parfait, et surtout d'un monde parfait qui, d'une certaine manière, est en train de se mettre en mouvement. Et là, vous avez quelque chose qui est actif. Vous avez quelque chose qui fonctionne à travers cette image et qui nous donne aussi l'impression que ce monde est pacifié. C'est un monde pacifié. Si c'est un monde pacifié, c'est un monde touristique. C'est donc un monde dans lequel on peut demain avoir l'idée de partir et tout simplement en vacances. On ne nous montre pas un monde en conflit. On est là, regardez, en 1950, et on est en train de nous vendre une Algérie heureuse où vous allez visiter, découvrir les populations touareg. En même temps, la contre-image existe. Là, on est face à un mouvement que vous connaissez bien, qui est Paix et Liberté, qui donc intervient tout autant que le Parti communiste, vous allez le voir après, dans cette guerre des images. Ce n'est pas un monde neutre. La propagande n'est pas unique à énoncer un discours qui serait le seul discours perçu sur les colonies. Vous avez d'abord la grande presse qui, quoi qu'on en pense, montre beaucoup plus de choses que l'on peut le dire à l'époque, même si la censure existe. Vous avez un certain nombre de mouvements communistes ou anticommunistes qui sont extrêmement présents sur ces enjeux. Pourquoi ? Parce que le prisme visuel de ces conflits, essentiellement dans l'image, et prioritairement dans l'image, va être montré à travers la guerre froide. Et que la guerre froide va à un moment subsumer le message qui va accompagner. Alors là, vous l'avez à travers cette image qui symbolise tout l'effondrement du pays et qui est vraiment une image qui a totalement marqué dans l'imaginaire collectif. C'est cette idée qu'ils se sont sacrifiés et que ce sacrifice a quelque part été une trahison de cette armée française. Mais on fait référence à travers ça aussi à ce qui s'est passé derrière avec le bloc de l'Est qui a soutenu le Vietnam. Et puis vous avez, de l'autre côté, au moment où le conflit s'installe en Algérie, cette idée, et là pareil, vous n'êtes pas... Alors on n'est pas sur une affiche immédiatement émanant de l'État français, mais en même temps, si vous suivez les mécanismes de la fondation du maréchal de Lattre et qui les subventionne, vous êtes indirectement dans ce qu'on pourrait appeler des périphéries, même si elles sont, on peut dire entre guillemets, privées, des périphéries d'une propagande d'État, où on ne nous montre pas sur l'Algérie un soldat en train de se battre. On montre un soldat en train de contribuer à l'éducation. Et ça, c'est fondamental dans la dialectique qui va se mettre en place. Le militaire ne va pas en Indochine ou en Algérie pour se battre. Il va là-bas d'abord pour lutter contre ceux qui empêchent la France d'apporter les Lumières. Et la meilleure manière de le symboliser, c'est de montrer cet enseignant qui est en uniforme, enseigne. Vous allez me dire, mais si vous avez besoin d'envoyer des militaires pour apporter l'éducation aux colonies, c'est paradoxal. Ce paradoxe n'en est pas un dans ce cadre colonial, puisqu'il faut justifier que l'armée ne serait pas là-bas pour tuer, mais pour éduquer, ne serait pas là-bas pour tuer, mais pour soigner. Et beaucoup d'affiches vont jouer sur cette idée, y compris cette fois-ci des affiches comme celle de Fontaine que vous avez là, parfaitement structurée. Et là, regardez le discours, il est fantastique. Pacifier, unir. On n'est pas dans une logique de répression militaire. La répression ne doit jamais être visible dans
du moins au début de ces campagnes, on en parlera après pour la guerre d'Algérie, mais elle doit symboliser un message qui est très très simple. L'armée française est juste là-bas pour ressouder deux mondes qui auraient pu être en brisure par le passé, peut-être pour des mauvaises pratiques coloniales, mais surtout de ressouder des mondes qui aujourd'hui seraient sur les voies de la rébellion, et ces voies de la rébellion les feraient sortir de la potentialité, quelque part, de l'unité possible. Et vous le voyez bien, le mot unir est 3 fois plus gros en termes de typo que le mot pacifier. Certes, il y a pacification, donc on joue quand même, on reconnaît quand même du bout des lèvres qu'il y a un élément militaire dans cet engagement, mais surtout, ce que vous voyez, c'est que le mot unir domine. Et pareil, une fois de plus, les populations disparaissent en termes visuels, on stigmatise de moins en moins en termes regard, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 20-30 par exemple, et on symbolise les couleurs maintenant des populations à travers les mains, comme on a vu tout à l'heure. On voit donc monte en puissance un discours qui bien sûr va avoir son contre-discours. Bon, je vais te faire plaisir, Alain. Il faut aussi avoir l'envers du décor. Et vous voyez que la manière même de symboliser, les codes sont les mêmes. Là, vous êtes dans une affiche du Parti communiste, qui, bien sûr, dans la dialectique de demande de négocier, de trouver une solution de cessez-le-feu, va jouer également, elle, sur les mains, ne va pas également symboliser. Donc vous avez dans cette guerre des images, si vous regardez bien les deux phénomènes, les mains deviennent, la symbolique, les couleurs, passent complètement maintenant au premier plan, derrière des images exotisantes, comme on pouvait voir. Et puis, les slogans les plus classiques ne disparaissent pas. On est en 58. C'est une image qui est intéressante parce que vous l'avez tous en tête. C'est une des images, on va dire, les plus connues. Pourtant, ce n'est pas une des plus belles. Elle reprend l'idée des 10 millions d'habitants que vous avez vus tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, les habitants sont identifiés. Si vous regardez bien, on arrive à voir les populations. On a affaire à c'est une photo de manifestation. Très important, on n'est pas dans une population neutre. Donc c'est des gens qui se battent ensemble pour garder l'Algérie au sein de la France. On a cette idée tu viens de me le montrer du doigt, des frontières, qui montreraient, regardez bien, si vous jouez bien sur le regard, il y a une sorte de pont entre l'Algérie et la France, comme si c'était un seul pays. D'ailleurs, le Bessage, vous avez le symbole de la France libre, la croix. Vous avez cette croix ferait le lien gaulliste, puisque c'est le retour de De Gaulle, vous l'avez tous compris. Il est revenu, donc s'il est revenu, il va créer ce lien entre l'Algérie et la France, une sorte de pont à travers la Méditerranée. Les ruptures de frontières ne se voient plus, comme si la traçabilité se faisait. Et puis ce slogan incroyable de Dunkerque à Tamanrasset, qui quelque part, Tamanrasset étant dans le sud algérien, qui quelque part renvoie à cette idée de quelque chose qui ne peut être détruit. La campagne de 58 va totalement... L'arrivée de De Gaulle, et la campagne de 58 pour le référendum, je ne vais pas rentrer ici dans tous les éléments de ce référendum, mais qui était de poser la question après une grande tournée gaulliste et des forces gaullistes et une grande manipulation dans toute l'Afrique pour préparer ces élections, va aussi marquer un tournant fondamental dans l'organisation de la propagande en France. En gros, on se rend compte que l'Agence des colonies n'est plus capable de piloter une double dialectique. C'est quoi cette double dialectique? C'est maintenir une propagande d'hyper-efficacité politique et en même temps d'intégrer la dimension militaire. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de séparer les deux. Vous ne pouvez pas avoir une propagande qui n'a pas, en fin de compte, une double vision. On va dégager complètement l'Agence économique des colonies. En gros, on va récupérer ses fonctionnaires et son organisation et on va créer une sorte de service intercolonial de documentation qui va autant avoir son versant militaire que son versant civil et qui va prendre en main et qui va se faire la main même d'une certaine manière sur la grande campagne de 58. Elle est fascinante parce que c'est la première fois où le jeu électoral n'est pas joué d'avance, si vous préférez. Si De Gaulle entame une grande tournée en Afrique, ce sera la dernière grande tournée qu'il fera, c'est pas rien. C'est qu'il pense que justement il va falloir aller appuyer localement la potentialité d'avoir un vote pour le oui auprès de toutes les populations d'Afrique. Et je rappelle qu'il y aura non en Guinée de Sékou Touré. Et la campagne va se préparer, alors je ne vous ai pas amené ici parce qu'on ne pouvait pas avoir une bande musicale, mais il y aura même des disques qui seront créés avec des rythmes de rumba pour arriver avec des slogans qui, c'est simple, c'était « dis-moi oui, dis-moi non ». Et avec, qui vont être diffusés des dizaines de milliers d'exemplaires. Vous avez des campagnes d'affichage dans pratiquement toute l'Afrique et dans l'Hexagone. Vous avez, c'est Bassini qui s'occupe de ça, qui est un haut fonctionnaire colonial, Émile Bassini, qui a une vision, lui, extrêmement moderne. Je répète une de ses phrases quand il dit dans une interview « Nous fîmes porter l'effort sur la création et la diffusion d'un disque sur une musique de rythme afro-cubain en vogue dans les bals doudou, les villes africaines et jusqu'au fond de la brousse. » C'est-à-dire qu'on s'adapte, qu'on comprend les films qui sont produits à ce moment-là, les investissements qui sont faits. La campagne s'accompagnera de camions haut-parleurs dans toute l'Afrique. Cette fois-ci, la propagande coloniale ne doit pas simplement fonctionner sur l'opinion publique en France, mais elle doit aussi fonctionner en Afrique. Et puis,
l'affiche pour le vote pour le oui. Elle est tout simplement maintenant, alors là, elle personnalise tout avec le V de la victoire de De Gaulle. Oui pour la nouvelle Algérie, oui pour l'amitié, oui pour De Gaulle. On est rentré dans des codes extrêmement simples politiques. Vous voyez aussi le code de tout à l'heure qui maintenant prend une nouvelle dimension sur 53 millions de Français, avec le lien, encore une fois, entre les deux capitales. Et surtout avec cette idée qu'il va falloir maintenant rendre accessible le message. Pourquoi les gens doivent voter oui ? Et vous avez cette bande dessinée qui a été un des plus gros tirages financés par les nouveaux organismes de propagande, avec oui à l'égalité, oui à la fraternité, oui à la communauté, ça va de soi, oui à la prospérité, oui à la liberté, et la dernière phrase, bien entendu, oui à De Gaulle, oui à l'Afrique, oui à la France. Le rapport à la bande dessinée ne ramène pas à quelque chose qui est en fin de compte ancien. Il correspond aussi à la manière de vouloir... Nous sommes, à l'époque, l'univers enfantin, comme l'univers du grand public, la bande dessinée est un univers majeur. Ce n'est pas au rang secondaire de la culture populaire. C'est aussi une capacité d'avoir un trait qui peut être valable des deux côtés du miroir colonial. Et puis, ça se diffuse à des millions d'exemplaires. Avec une véritable explication, un véritable récit mis en image qui explique, si vous regardez bien, à la fois les infrastructures, la fraternité des populations. Très important cette vision, parce que c'est une des rares images que vous trouvez de propagande où on va montrer, en fin de compte, la diversité parlementaire potentielle de demain. Et vous le voyez à travers cette image, qui est là-bas, où vous voyez des parlementaires venant de tous les territoires ensemble. Et puis, bien sûr, l'incontournable De Gaulle qui va symboliser l'espoir et cette unité qui doit être retrouvée. Alors, derrière ces mécanismes, au même moment, en 1958, c'est là où on constate que la grande presse sort complètement du discours auquel elle s'était tenue d'une forme de non-visibilité du conflit. À partir de 58-59, Paris Match, comme la grande presse, commence à montrer des images qui montrent l'envers du décor, la violence, ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans une propagande qui n'est pas en train de s'opposer à une contre-image qui a une réelle efficacité dans les médias et qui commence à faire que les Français commencent à douter. On commence certes à faire maintenant des affiches, l'armée et prône ce genre de truc où on voit la rébellion incendie les récoltes et vous voyez une image très symbolisée avec des flammes. On l'a bien compris, on rentre dans un discours qui n'est plus un discours de propagande coloniale, qui devient un discours de guerre. En gros, il y a le félaga d'un côté et de l'autre côté, il y a le bon soldat français. Mais là, ce n'est plus une dialectique coloniale. La dialectique, elle devient militaire, et le militaire l'emporte largement sur le sujet. Et on le voit à travers... Là, on est dans les derniers feux de la rampe avec la campagne, et puis j'ai voulu terminer par 3 images qui me semblaient intéressantes, montrer comment la page se tourne avec le retour des rapatriés d'Algérie, où là, les visages, pareil, sont totalement invisibilisés. On sait qu'on a affaire à des populations qui viennent. La communication devient d'une banalité extrêmement simple. C'est la fin du tournant colonial. Et puis... les contre-images, bien sûr, continuent à tourner avec l'OAS. Mais ce qui est surtout intéressant quand vous regardez la dialectique de ces 2 images, c'est que ce qui reste, c'est la France, le bleu, blanc, rouge. Et la plupart de ces images, qu'elles soient OAS à l'époque ou officielles, vont jouer en permanence. Il reste quelque chose, c'est la France. Les deux dernières affiches, qui sont à la fois les 2 premières affiches de Massacrier sur la coopération. Bon, tout le monde les connaît, tu les as vues 100 fois comme moi, là, mais elles sont fascinantes parce que c'est la première commande. Alors, ce qui est génial aussi à se dire, c'est que les fonctionnaires qui travaillaient pour les colonies vont tous continuer à travailler pour la coopération. Il n'y a pas eu 2 minutes de pause. C'est-à-dire que la continuité se fait extrêmement naturellement. Et elle se fait extrêmement naturellement, et je trouve que ces 2 affiches, qui sont donc, vous les voyez bien, puisque c'est le même artiste qui fait les 2, sont commandées au même moment, et elles posent... Je rappelle que la coopération, le secrétaire d'État est créé en 1959, juste pour qu'on l'ait tous en tête. Donc il y a une superposition de fin d'empire et déjà de mécanismes de coopération qui reprend en fin de compte les dialectiques sur l'économie et le développement. Et là, on a affaire à quelque chose, si vous voulez la décoder en 3 parties, et je trouve qu'elle est intéressante pour ça. D'abord, c'est des enfants. On repart à 0. Non, c'est fondamental à dire. Symboliser par des enfants un message politique, vous n'avez pas vu d'enfants jusqu'à maintenant dans la propagande coloniale, il y en a eu très peu. Et là, ce sont des enfants comme s'il fallait tout reprendre à 0. Nous-mêmes, nous serions des enfants, le petit blanc qui est symbolisé, et les populations coloniales seraient aussi des enfants qui vont apprendre ensemble à la fois à écrire et à lire, et à la fois à bâtir nos pays respectifs, mais ensemble. Je rappelle que le drapeau français, on n'abandonne pas les vieux réflexes, est toujours au-dessus, et va devenir la dernière pierre qui doit, quelque part, d'une certaine manière, on la voit dans les mains de ces 2 enfants, poser les éléments. C'est fascinant parce que, d'une certaine manière, c'est là qu'on voit comment la continuité s'est faite. La continuité comme s'il n'y avait pas eu de guerre.
La continuité, elle va se faire à travers le développement qui se met en place, elle va se mettre à travers la coopération, à travers les fonctionnaires qui vont rester pour la plupart jusqu'en 67, 68, 70 dans beaucoup de territoires, d'une continuité qui va se faire, y compris en Algérie avec, je vous rappelle, l'armée française qui restera présente et des techniciens jusqu'en 65, 66 dans le Sahara, entre les essais nucléaires, entre les fusées et entre le pétrole. Cette continuité, elle va apparaître, mais d'une manière extrêmement douce, comme si, d'une certaine manière, il n'y avait pas eu cette rupture d'indépendance. Les images et les offices de propagande sont là pour faire oublier le réel et sont là pour fabriquer une forme de chimère ou une sorte d'imaginaire de monde idéal. L'Empire, à part ce petit moment de 58-60 où les images de guerre ont complètement subsumé le reste, doit rester un espace presque de pacification. Et je ne vais pas revenir à la première image, mais que je trouve la plus fascinante, et c'est pour ça que dans ce flot d'une vingtaine d'images, je l'ai choisi. C'est le seul endroit où tout le monde travaille ensemble, y compris l'Église. C'est-à-dire l'Hexagone est un lieu de conflit, mais l'Empire, les colonies, c'est un lieu quelque part de pacification, ce qui était totalement en antinomie avec ces guerres pour les indépendances. Merci à vous. Si vous avez des questions, on peut faire 2 minutes de questions avant de passer. Allez. Deuxième et troisième, s'il te plaît. Vous pouvez me remettre le diaporama, c'est possible? Merci à vous. Oui, la suivante, s'il vous plaît. Ouais. Celle-là et celle-là. Laquelle tu veux? Non, la précédente, celle qui était à l'instant. Bon, alors déjà, celle-ci est intéressante parce que je crois que c'est peut-être la première fois qu'on voit l'apparition d'un drapeau national d'un pays qui est encore au sein de l'Union française, c'est le drapeau du Vietnam de Bao Dai. Le drapeau jaune avec 3 bandes rouges, qui symbolise l'unité du Tonkin Annam Cochinchine, des 3 parties du Vietnam, donc c'est ce drapeau. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as parlé tout à l'heure de langues étrangères, en l'occurrence il y a une langue étrangère, c'est le vietnamien. Alors la question, je ne sais pas si tu as traqué la source et l'utilisation de cette image, mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une image qui a été à destination du Vietnam, qui a été mise affichée au Vietnam, ou est-ce que c'est en France, et auquel cas il y aurait une expression en vietnamien? Bon, je ne lis pas évidemment le vietnamien, mais je peux vous traduire l'IN, je crois que ça veut dire union, et FAP, ça veut dire français. Hein, donc il y a quelque chose sur l'union avec la France, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une question. D'autant plus que la communauté vietnamienne en France était quasi unanimement hostile à Bao Dai. Donc, alors, est-ce que c'était à destination? Voilà, c'est une première question. La deuxième, l'affiche, là, c'est pas une question, c'est une réflexion sur l'affiche de Paul Colin avec la croix. Bon, ce qui est assez significatif, c'est que la croix apparaît comme bon, le lieu de mort et de défaite des soldats français. Je rappelle seulement qu'à Dien Bien Phu, les soldats français, parmi les combattants et parmi les morts, étaient strictement minoritaires. Français de l'Hexagone blanc. De l'Hexagone blanc, oui, bien sûr, tu as raison. Bon, la grande majorité des morts de Dien Bien Phu sont soit des légionnaires, soit des colonisés, vietnamiens, maghrébins, africains. Donc voilà, juste une réflexion au passage. Et une question sur l'une des dernières que tu as passées, accueillir les Français d'Algérie. Je suis très étonné par la date que tu signales, 1960. Il me semble qu'à ce moment-là, d'abord l'exode, je ne vous apprends rien, l'exode massif est loin d'avoir commencé, et les gens qui ont quitté l'Algérie, les Français qui ont quitté l'Algérie à ce moment-là n'ont pas besoin tellement de secours parce que sont plutôt parmi les gens assez privilégiés. Et deuxièmement, si cette affiche est effectivement datée de 60, c'est assez étonnant parce que ça serait quand même une forme de défaitisme, d'estimation que le sort de la France en Algérie est déjà joué. Question. Alors, on va aller dans l'ordre. On va commencer par la première. Alors, les espaces de diffusion dans les territoires colonisés sont généralement par l'administration identifiés assez clairement. C'est les gares, c'est les lieux du régime, du système politique. Ça peut être des préfectures, le gouvernement général. Ça peut être des postes. Donc oui, cette affiche a été distribuée, Laos, Cambodge et dans les 3 territoires du Vietnam, sans aucun problème dessus. En termes de quantité, c'est très faible. Tu n'as pas d'affichage. Au Laos, au Cambodge, personne ne lit le Vietnam. Voilà, mais elles étaient diffusées aussi là-bas parce qu'elles ont été envoyées à toute l'administration. De là à ce que les administrations les aient mis en place,
C'est un deuxième sujet. Tu n'as pas d'achat d'espace privé comme en France. Pour faire simple, en France, tu payes une régie qui te fait de l'affichage, en dehors des lieux d'administration publique. Dans les gares, par exemple, c'est une régie privée qui gère les droits. Donc tu arrives à savoir si les campagnes ont eu lieu. C'est pas parce que 50 affiches ont été envoyées à tel endroit qu'elles ont pour autant été diffusées. D'ailleurs, je tiens à dire une chose, c'est que si nous retrouvons des affiches, c'est que généralement, elles n'ont pas été diffusées. Une affiche qui a été mise sur un mur en extérieur, quand vous la récupérez, elle est irrécupérable. Donc, le volume est très faible, mais cette campagne a été faite à la fois dans les territoires coloniaux, via ce qu'on appelait dans le temps l'agence d'Indochine, qui a été rattachée maintenant à l'agence de la France d'Outre-mer et qui devient une de ses antennes territoriales, mais elle a été d'abord diffusée majoritairement dans l'Hexagone, très clairement. Pour le deuxième cas, et oui, tu as raison sur le drapeau, que tu retrouves d'ailleurs aussi ici. Hein. Tu as vu, tu l'as dans les deux territoires dessus. Pour celle-là, je rappelle aussi un petit point, en dehors de la symbolique de la croix, en dehors de montrer qu'ils se sont sacrifiés comme tout militaire, la croix symbolisant la mort, mais aussi un Occident chrétien dans cette dialectique-là. Hein, pardon, il y a aussi cette vision que des chrétiens sont en train de s'opposer, puisque c'est aussi cette vision de la guerre froide. Paul Colin n'est pas n'importe qui. Je dirais que pour Paix et Liberté, ils vont chercher le plus grand affichiste de l'époque. Et Paul Colin, si on doit, il y a très peu eu d'affichistes qui ont été vraiment des spécialistes du colonialisme en termes d'image. Hein. On ne peut même pas dire qu'il y en a un qui a fait que ça. Mais Paul Colin fait partie des 10 grands affichistes, toi et moi qui connaissons à peu près les affiches de cette époque-là. Quand tu vois une Colin sur les colonies, notamment sur le thème militaire, ça a été un des très grands affichistes de l'époque. Choisir Colin, pour nous, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on n'a pas cette connaissance culturelle de ce que le public avait à l'époque. Mais pour le public, avoir un artiste comme Colin qui signe cette affiche, c'est une surlégitimité du document. C'est-à-dire qu'il tient un message politique, on va chercher un grand artiste. C'est comme si aujourd'hui vous allez chercher un good pour faire une affiche d'État, ou comme si le gouvernement allait chercher un artiste qui a une signature. C'est-à-dire que nous, on a oublié, Villemot, c'est une star. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on l'oublie, mais c'est des gens qui, d'abord, prennent très cher pour faire des affiches. Là, il travaille gratuitement, je tiens à le dire, ce qui est très rare chez Colin, et il prend une posture politique de, quelque part, choisir ce sujet en considérant que la France, aussi, a sacrifié ses soldats pour rien, en fin de compte, là-bas, dans la guerre au communisme. Et puis, celle-là, elle est datée de 60, moi dans les archives, je l'ai en 60, par rapport au premier bureau qui ouvre pour les populations qui arrivent. Je rappelle qu'il y a aussi des affiches que je n'ai pas réussi à retrouver. Il y en a une qui existe pour les retours des rapatriés du Maroc, qui avait déjà été faite, et tu sais que tu as des affiches au moment du rapatrié d'Indochine aussi, qui sont faites sur l'accueil. Pareil, je n'ai pas réussi à les retrouver pour l'instant, donc ça, c'est une des toutes premières que j'ai, qui a été rééditée en 61, et après, il y en a d'autres qui ont été faites en 62, alors là, en très grand nombre, mais qui sont beaucoup plus, qui donnent les adresses, que là, tu le vois par rapport à l'adresse en bas qui est rajoutée. Ce que vous voyez là, c'est un macaron qui a été rajouté en fonction des différents territoires et des lieux d'accueil. Donc, je la confirme, elle est bien datée de 60. Et la présidence de Jules Romain, au passage. Hein ? La présidence de Jules Romain. Exactement. Je vois que ton œil est affûté. D'autres questions ? Eh bien, je vais laisser passer la parole à mes successeurs, non ? C'est bon ? Merci à vous.